Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Anthony qui travaille avec moi pour Terre de Sport Équestre depuis quelque temps maintenant et qui est en gros en charge et responsable de la partie communication. Salut Anthony. Salut Simon, je suis très heureux de te retrouver ici dans ce format-là. Je pense qu'on va partager plein de choses très intéressantes sur toi, sur ta vie et sur des choses que les gens ne savent pas forcément sur toi, que tu n'oses peut-être pas dire parce que tu n'as pas les questions ou que tu n'as pas Ouais, l'idée. exactement. Donc, euh, Ouais, c'est vrai que voilà. c'est pas, après tu le sais, c'est pas l'exercice dans lequel j'excelle. Parler de moi, voilà, je préfère me concentrer sur les gens, leurs problèmes, leurs chevaux. Mais du coup, bah, tu vas m'aider un petit peu pour m'améliorer sur ce point-là, quoi. Yes, ça marche. Du coup, j'ai préparé quelques petites questions. L'idée, c'est de parler un peu de ton aventure, hein, ce qui t'a amené à être là où tu es aujourd'hui, et du coup, bah, pour comprendre, pour que les gens puissent comprendre en quoi tu peux les aider finalement. Ouais, ok, ok. Du coup, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton activité en ligne? Alors, bah, aujourd'hui, Terre de Sport Équestre propose, des conseils en ligne sur l'ensemble des réseaux sociaux, un petit peu tous les jours, dans le but, bah, d'aider, le maximum de cavaliers dans leur relation, avec leur cheval, notamment sur le plat et à l'obstacle. Et en plus de ça, bien entendu, j'ai des formations qui, elles, vont permettre d'aller encore le plus loin possible dans, la résolution de ces problèmes, techniques-là. Donc des formations, notamment des formations vidéo. J'ai pas mal aussi de petits e-books qui permettent de donner, des idées d'exercices sur le plat, à l'obstacle et ensuite, bah, j'essaie de rester le plus possible, à l'écoute des retours des gens pour orienter les formations que je prépare pour l'avenir, quoi. D'accord. Du coup, tu dis des gens. À quoi ressemblent justement ces gens? Quelles sont leurs vies? Quels sont leurs grands objectifs? Peut-être il y en a plusieurs types d'ailleurs. Alors, dans la plupart des cas, les cavaliers, les cavalières, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui me suivent que d'hommes. La plupart des cas, donc ce sont des cavalières qui sont propriétaires de leur propre cheval ou de leur propre jument, qui montent, bien souvent avec un coach et qui cherchent tout simplement une autre vision, un complément d'information, un complément de conseils, techniques ou d'exercices pour résoudre un problème, en règle générale, un problème spécifique qu'elles rencontrent avec leur cheval, soit sur le plat, soit à l'obstacle, ou de manière un petit peu plus générale pour avoir en fait une ligne de conduite, une ligne directrice sur le travail, au quotidien de leur cheval. Bien souvent, ce sont des cavaliers, des cavalières qui ont, bah, forcément un petit peu la même envie que moi de baser toute la relation et l'entraînement de leur cheval sur la décontraction. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, que j'essaie de communiquer beaucoup là-dessus et donc de ce fait, c'est plutôt ces cavaliers-là qui ont cette envie-là pour leur cheval qui me suivent. OK, et il y a aussi peut-être des enseignants qui te suivent aussi? Ouais, exactement. Alors ça, je t'avoue que j'ai été extrêmement, surpris, au lancement de Terre de Sport Équestre. J'avais très, très peur, pour être honnête avec toi, j'avais très, très peur du retour et du regard, des autres et en particulier des d'autres professionnels parce que c'est quand même un monde un peu particulier, parfois dur. Les gens sont pas toujours extrêmement bienveillants les uns envers les autres. Il suffit d'aller en concours pour voir que tu dis le conseil à ton cavalier, tu as, 2 coachs dans ton dos qui font des grimaces et qui te prennent pour un charlot et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me faisait peur, surtout que je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je suis convaincu qu'on peut prendre de tout le monde et je me suis rendu compte quand j'ai sorti mon tout premier livre, avec les 42 exercices de saut d'obstacle, j'ai eu assez vite beaucoup de retours super positifs. Alors au début, c'était un petit peu les copains, donc du coup, tu te dis: «Waouh, ils ont acheté mon bouquin, ils ont trouvé ça cool parce que c'est des copains», enfin voilà, c'est et j'avais trouvé l'idée, enfin leur intention super, sympa et puis en fait, au fur et à mesure, il y avait d'autres personnes que je connaissais pas qui m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient trouvé ça chouette, bien expliqué, bien détaillé et je t'avoue que c'était quelque chose d'extrêmement, agréable et peut-être encore plus il y a quelque temps pour, voir si j'avais envie en fait, moi je suis convaincu que,
il y a plusieurs grandes problématiques, notamment à l'obstacle et que beaucoup de monde les retrouve, notamment celle du cheval qui charge à l'obstacle. Tu sais, on en a parlé déjà, on a discuté ensemble de la promotion de cette formation-là. Mais avant que ce soit une formation vidéo et du coup accessible vraiment à tout le monde, n'importe où, n'importe quand, pour voir si c'était quelque chose qui intéressait vraiment les gens, j'ai proposé à, une dizaine de personnes de se retrouver en live toutes les semaines pendant 3 mois, pour les aider, leur proposer ma vision des choses, leur proposer ma chronologie, d'exercices pour améliorer ce problème-là. Et en fait, sur les 10 personnes, donc j'ai eu 9 inscrits. Sur les 10 personnes que j'avais en tête, j'ai eu 9 inscrits et sur les 9 inscrits, il y avait quand même 6 professionnels, soit cavaliers, soit moniteurs. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Punaise, mais j'avais pas conscience que ça intéressait autant que ça les professionnels». Et du coup, ça m'a permis des rencontres avec des gens qui maintenant sont des copains, voire des amis, pour lesquels je me déplace, faire des stages dans leur écurie. Mais c'est vrai qu'effectivement, ouais, pour revenir à ta question initiale, il y a beaucoup de professionnels, en tout cas bien plus que ce que je n'aurais eu en tête, quand j'ai commencé cette présence en ligne, ouais. OK, OK, super intéressant et du coup, je voudrais revenir un petit peu sur une notion que tu disais que c'est un domaine où parfois c'est un peu dur, ça manque un peu de bienveillance. Est-ce que tu expliquerais ça par le fait que c'est un domaine très compétitif? Parce que, le saut d'obstacle, c'est un sport, enfin, en tout cas, c'est même dans le titre de ton le nom de ton entreprise. Est-ce que tu expliquerais ça par la compétition ou, comment tu expliquerais ce manque de bienveillance et en quoi c'est important pour toi? Ouais, alors je pense effectivement que tu étais pas loin quand tu dis que c'est en relation avec le côté un petit peu sport. Pour moi, il y a 3 explications, on va dire un peu plausibles, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, de cette difficulté, de ce manque de partager, de vivre ensemble des enseignants. Déjà parce que dans la plupart des cas, ils sont eux aussi chefs d'entreprise et donc on a très, très vite ce regard, ou cette crainte qu'un tel ou un tel nous pique le client. Et pour te donner, un ordre, enfin voilà, pour te donner vraiment une image et ça c'est du vécu, quand on est parti de la garde républicaine, en 2009 avec ma femme, on a eu, donc une écurie, en Normandie, on gérait l'écurie en Normandie et assez vite on a mis en place les déplacements concours club, concours poney. Et ma femme gérait beaucoup la partie poney. Et donc un jour, on est en concours, avec les gamins et on est, attablés, pour, la petite pause du midi entre les épreuves et on voit une de nos petites cavalières qui était assise à 2 chaises de nous là, qui fait un petit signe de la main à, une jeune fille qui passe, avec un groupe donc d'un autre club. Et donc du coup, je regarde, la petite, elle s'appelait Juliette et je dis: «Bah, tu la connais, la cavalière, Juliette?» Elle me dit: «Oui, oui, je la connais», mais elle me le répond de manière un petit peu toute gênée, tu sais? «Oui, oui, je la connais, bah, en fait, on est dans la même classe». Donc elle était au collège, dans la même classe et du coup, je dis: «Bah, pourquoi tu vas pas, lui dire bonjour?» Et la gamine, elle me regarde toute étonnée, elle me dit: «Bah, ça t'embête pas parce que je sais que sa coach, elle veut pas trop qu'on se parle». Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, ouais, il y avait, pas avec tout le monde, bien heureusement, mais avec certains, il y avait tout de suite un petit peu ces des clivages, ces distances et: «Ah, tu as discuté avec un de mes clients, tu vas lui piquer» ou et alors je pense que ça, c'est déjà une des premières raisons. La deuxième, c'est effectivement le côté un petit peu sportif, compétition, entre les cavaliers qui participent aux épreuves et donc de ce fait, un petit peu par comment dire, personne interposée, des coachs et moi je pense qu'il y a aussi une troisième, pour moi une troisième notion qui rentre en ligne de compte, c'est que c'est quand même un sport, presque aussi vieux que le monde, où il y a toujours eu un besoin et ça c'est quelque chose que moi j'essaie de combattre, et peut-être que je l'ai malheureusement, peut-être que j'ai été comme ça aussi. Il y a toujours eu un besoin que de l'enseignant, de l'instructeur qui se positionne au-dessus de ses élèves et qui montre qu'il sait et notamment qu'il sait mieux que ses élèves et peut-être que par transposition, il y a aussi ce reste-là, entre les professionnels où on a peut-être, maladroitement, peut-être inconsciemment, ce besoin de montrer aux autres qu'on sait mieux et ça, c'est quelque chose qui peut-être rentre en ligne de compte aussi. D'accord et du coup, est-ce que tu dirais, que, les
les gens qui, du coup, participent à tes formations, heu, parce que j'imagine qu'ils ont aussi des coachs et des instructeurs, enfin, en tout cas, c'est des gens qui sont, encadrés ou en tout cas qui reçoivent des conseils. Est-ce que le fait qu'ils ont un peu du mal à demander à leur coach parce que peut-être ils osent pas, comme tu dis qu'il y a un décalage de statut, peut-être leur coach leur fait un peu peur ou ils osent pas peut-être, paraître, nuls ou paraître, non, paraître pas intelligents. Est-ce que c'est ça, qui fait en sorte que, les gens se dirigent vers, tes formations? Parce qu'il y a peut-être, toute évidence, les gens, viennent vers toi pour une raison et est-ce que c'est ce manque, d'informations qu'ils n'arrivent pas à avoir avec, leur coach qui les font venir vers toi ou comment t'expliquerais, Non, alors ça je pense pas je pense pas, qu'il y ait un manque à ce niveau-là. Par Mmh. contre, pour l'avoir moi, vécu quand, justement on était en Normandie, il y a peut-être effectivement un manque de temps quand tu es sur le terrain, H24, que tu as toute l'écurie à gérer. C'est vrai que cette disponibilité que peut permettre soit les échanges, en ligne, soit les formations vidéo où finalement tu peux voir et revoir et re-revoir la même séquence, le même conseil, la même démonstration pour bien comprendre ce qu'on attend de toi. Et derrière, en plus, l'échange possible directement avec moi où j'essaie au maximum de me rendre dispo. C'est vrai que quand tu es pris dans le quotidien de gérer l'ensemble de ton écurie, de gérer un cheptel de chevaux, les petits tracas du quotidien, les petits bobos, plus toute une clientèle, tu as moins le temps. Et ça, c'est vrai que moi, personnellement, finalement, j'avais presque parfois moins le temps pour mes clients en présentiel quand j'avais l'écurie que, quand je rentrais, finalement, le soir, en ligne. Alors bien évidemment, maintenant que je ne fais que ça, j'ai vraiment tout mon temps pour eux, mais je pense qu'il y a ça, déjà et je pense aussi qu'une chose qui apporte un vrai plus sur ces formations vidéo, c'est que les gens ne sont plus dans l'action à ce moment-là. Et une chose que je me suis rendu compte, moi, quand j'étais, coach où que je faisais encore rien en ligne, c'est que parfois, les cavaliers comprenaient mieux une fois qu'ils étaient descendus de cheval et qu'on rediscutait de la séance, de la séquence, parce qu'il y avait plus le côté émotion, inquiétude, anxiété du moment même de faire bien et qu'ils avaient cette capacité à ce moment-là de prendre le recul que bien souvent, c'est un petit peu plus difficile dans l'action, surtout quand on est en concours. Alors en concours, c'est vraiment extrêmement compliqué. Quand on est en cours, il y a aussi les autres cavaliers, donc c'est difficile pour le moniteur de s'attacher vraiment à 100 à un cavalier et pour le cavalier lui-même bah, voilà, de prendre le temps de rationaliser, d'intellectualiser, de comprendre les choses. Quand on est dans le feu de l'action, c'est toujours un petit peu plus difficile. Yes. Du coup, tu parlais de concours. Je voudrais faire je voudrais faire peut-être un petit flashback en arrière ou en tout cas, parler de tes résultats en CSO, en concours. Tu pas enfin, si aujourd'hui tu donnes, des conseils, c'est parce que toi-même tu fais des concours. En tout cas, tu sais ce que les gens vivent, pendant un concours. Est-ce que tu peux, nous partager quelques beaux résultats que tu as eu? En tout cas, des choses où peut-être, avant tu n'aurais jamais cru réussir, à obtenir ça et tu t'es dit: «Waouh, je suis fier d'avoir, gagné cette compétition» ou cette chose-là? Ouais, alors, bah, le premier souvenir qui me vient en tête, c'est finalement un petit peu le souvenir de toute une vie. Il y a quelques années, j'étais à la garde républicaine et je suis donc un copain me croise et il me dit: «Oh, est-ce que tu veux qu'on aille voir, j'ai un autre copain, qui a un élevage et puis, je veux aller voir un petit cheval sauter». Donc, j'ai dit: «Écoute, oui, pas de souci, je viens avec toi». On y va, je vois le cheval sauter. Moi, je sortais un petit peu du centre équestre, que j'étais gamin. Je venais tout juste d'arriver à la garde républicaine et c'était la première fois que je voyais un cheval de 3 ans sauter. Pour moi, c'était quelque chose que j'avais pas connu et je suis reparti de là, franchement un peu chamboulé. J'ai pris le téléphone le lendemain, j'ai appelé le pote chez qui on avait été, qui était lui aussi à la garde, qui s'appelle Lionel Le Bourgeois, qui d'ailleurs aujourd'hui, est, mon meilleur ami. C'est mon témoin de mariage pour tout te dire et je l'ai appelé, je dis: «Écoute Lionel, je suis tombé amoureux du petit cheval que j'ai vu hier, je veux te l'acheter».
Et du coup, il me dit: «Mais, tu avais prévu?» Enfin, c'était, je dis: «Rien n'est prévu, je veux te l'acheter». À l'époque, le cheval, donc c'était le père de Lionel qui s'occupait de l'élevage, il valait 50 000 francs. Moi, je gagnais 2 500 francs par mois et j'avais 25 000 francs de côté. Donc, j'ai appelé le père de Lionel, Denis, et je lui ai dit: «Bonjour Denis, voilà, moi je veux acheter votre cheval, j'ai 25 000 francs, je vous fais un chèque de 25 000 francs tout de suite et ensuite je vous fais 5 chèques de 2 500 francs que vous encaissez tous les mois». Il me dit: «Écoute, bon, tu es un copain de Lionel, OK, d'accord». Je raccroche, je téléphone à ma mère qui, à l'époque, était en voyage, en vacances aux Galapagos, tu vois? Donc pas la porte à côté. Je lui ai dit: «Écoute maman, est-ce que pendant les 5 mois à venir, tu aurais, 200 ou 300 francs à m'envoyer, parce que j'ai plus rien pour manger?» Ma mère catastrophée: «Comment ça, tu plus rien pour manger, tu plus à la garde?» «Si, si, mais je viens de m'acheter un cheval» et là, toutes les questions, tu sais, où est-ce qu'on va le mettre? Qu'est-ce qu'on va en faire? Enfin, tout ça arrive et tout ça pour dire que ce cheval que j'ai acheté à 3 ans, qui était juste débourré, et ben, il m'a emmené jusqu'à mon premier Grand Prix 1,40 m en passant toutes les étapes les unes après les autres, et dont j'aurais moi-même jamais rêvé parce que, je savais très bien qu'on dit souvent, à jeune cavalier, vieux cheval et moi j'ai fait un petit peu tout le contraire, chose que je conseillerais absolument pas à faire, à qui que ce soit pour, être sûr d'avoir le cheval qui l'attend. Donc ça, c'est mon plus beau, mon plus un de mes plus beaux souvenirs, c'est ça, c'est avoir réussi à déjà à être tombé, avoir la chance d'être tombé sur un cheval fantastique et à l'avoir construit sans trop faire n'importe quoi jusqu'à ces hauteurs-là. Ensuite, sportivement parlant, ma plus belle victoire et qui restera pour toujours, c'est, celle avec Nabucco de Merona, mon cheval militaire. Très peu de temps avant de quitter la garde républicaine, en fait, moi, la garde républicaine, j'étais rentré vraiment avec l'envie de rentrer en équipe concours de saut d'obstacle, donc les gars qui ne faisaient que de la compétition de saut d'obstacle. J'ai réussi et peu de temps après, pour des raisons budgétaires, le commandant de la garde républicaine a décidé de fermer cette section-là et à ce moment-là, moi, j'ai décidé de: «OK, je ne vais pas rester à la garde républicaine, donc je vais partir dans le civil». Et donc en fait, on va dire que 2 mois avant mon départ se déroulaient les championnats de France militaires. Je m'inscris avec mon cheval militaire, qui était aussi mon cheval qui me servait pour le quotidien, les patrouilles, les défilés. C'était mon porteur, tandem pour les représentations. Enfin, c'était vraiment un cheval avec lequel je faisais tout. Je l'avais eu pour mon monitorat militaire quand il était poulain et ce cheval-là m'a offert le titre de champion de France, militaire, à 2 mois de partir, de la garde. Donc ça, c'est mon plus beau souvenir en tant que cavalier, il est là. Et après, bien évidemment, tu as tous les souvenirs en tant que coach, qui sont indescriptibles et presque parfois même plus forts, parce que tu sais que tu as essayé de donner le maximum pour qu'ensuite tes cavaliers, eux, aient toutes les cartes en main. Mais toi, à ce moment-là, tu n'es plus que spectateur, tu espères le résultat mais tu n'es plus que spectateur. Et donc, enfin voilà, voir, ma femme courir avec mon 1er cheval cadeau dont je t'ai parlé tout à l'heure, sur le grand parquet à Fontainebleau, des souvenirs, fabuleux. Les titres de champion de France avec nos cavaliers poneys, c'est quelque chose de fabuleux aussi. C'est franchement ça, c'est indescriptible, ouais. OK. Très très intéressant et du coup, ouais, tu as des, élèves ou des, comment on appelle ça? Des coachés, Ouais, des heu, cavaliers, des élèves, des ouais. cavaliers, ouais, que tu as amenés à avoir des gros résultats, je sais pas si on peut appeler ça des coupes ou des médailles d'or, je sais pas comment Ouais, c'est bah, en fait, classé? si tu veux, pour les cavaliers, donc chaque année, en fonction de ta catégorie, tu as les championnats de France. Mmh. Donc suivant la catégorie, ils sont à la Motte, par exemple, pour les poneys. D'autres sont, au Mans pour les épreuves, amateurs. Et donc ouais, j'ai eu, la chance de coacher, des gamins qui ont commencé à Shetland, donc sur les tout petits poneys et quelques années après, en grandissant, ils montent sur les poneys, un petit peu plus grands, ils commencent les concours et on a eu, des gamins qui ont commencé donc vraiment de tout petits et qu'on a emmenés, sur le podium, sur la première marche du podium, avec le titre de champion de France, de leur catégorie. Ça, c'est arrivé, par équipe, c'est arrivé, en individuel.
Et c'est vraiment des bons moments parce qu'en plus tu le partages avec, les parents, tu le partages avec les autres cavaliers qui aident, les plus grands qui aspirent les plus petits vers le haut, les plus petits qui regardent avec des yeux, émerveillés, les grands qui y arrivent et tout ça, ça donne une dynamique qui est vraiment, vraiment fabuleuse, quoi. D'accord, et tu ne fais pas que les enfants, tu fais aussi les adultes, enfin tu coaches des adultes? Ouais, bien sûr, tout à fait, ouais, 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 tout à Ouais, fait. Je coach aussi, les adultes. Alors pour les adultes, mon plus beau résultat, c'est, un cavalier que je coachais à distance, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais vu en physique, je le coachais à distance. C'était un cavalier, algérien, que je coachais, à distance. C'était un jeune. Et donc, il a, gagné le championnat, national, junior, il y a quelque temps maintenant. Alors que, on s'est physiquement, on s'est jamais vu, c'était que par distance. Donc c'est un cavalier qui a connu Terre de Sport Équestre par les formations, vidéo et qui ensuite m'a contacté et puis à un moment donné dans la discussion, il m'a sollicité pour savoir si, j'avais un programme où je pouvais l'accompagner. Donc c'était super sympa parce que chaque fin de semaine, je lui proposais, une série d'exercices pour la semaine à venir. Il essayait de se faire filmer, il m'envoyait tout ça par WhatsApp et puis ensuite je lui faisais le débriefing et puis du coup on renchaînait sur la semaine, d'après. Quand il pouvait, il essayait de ça, c'était super rigolo, il essayait de filmer la reconnaissance du parcours. Donc tu sais, quand il arrive sur la compétition, quand on arrive en compétition, on ne sait pas, comment vont être disposés les obstacles. Donc du coup, bah, il se filmait en train de marcher pour découvrir les obstacles et donc là, j'essayais de lui donner quelques petites, indications. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de me conforter dans cette idée que Internet, pouvait, nous rapprocher les uns des autres et pouvait vraiment permettre de discuter, d'échanger, de partager notre passion au-delà des frontières, quoi. d'accord, cool. Du coup, on a vu tous les toutes les choses positives que tu peux avoir dans le sport et les médailles et cetera et le sport, c'est, enfin, en tout cas, la compétition en règle générale, c'est toujours des hauts et des bas. Et quel a été ton pire souvenir, en fait, le moment creux, on va dire, le creux de la vague, même si derrière tu as rebondi, mais quel a été le pire souvenir d'un point de vue, purement sportif, hein, j'entends, en équitation? Alors, moi, le pire souvenir, quand on est parti de la garde républicaine, avec ma femme, on se retrouve, dans, notre écurie, dans une petite écurie, en Normandie et on est parti. Moi, j'avais que mon vieux cheval, donc cadeau, mon 1er cheval, et donc du coup, tout de suite, l'écurie a investi, elle-même. La dame avec qui on était associés a investi dans un jeune cheval, un cheval de 3 ans et mon épouse et moi avons aussi investi dans un cheval de 3 ans. Alors pour la petite histoire, assez rigolote, c'est un copain qui nous avait trouvé ce cheval-là, un magnifique cheval, entier, très beau cheval, il se déplaçait vraiment très, très bien. Donc on va l'essayer, je l'essaye, on le regarde sauter en liberté. Franchement, il m'a pas fait rêver. Je rentre, je pose la question à ma femme, elle me dit: «Oh ouais, il est chouette et tout, tac, on l'achète». On l'achète. Une fois qu'il arrive à la maison, ma femme, elle me dit: «Oh, au fait, maintenant qu'il est là, je peux te le dire, quand on l'a fait sauter, il m'a pas fait rêver». Et du coup, je la regarde et je fais: «Mais moi non plus, il m'a pas fait rêver». Elle me dit: «Mais pourquoi tu l'as acheté?» Je dis: «Bah, parce que sur le moment, tu m'as dit qu'il était bien». Et du coup, elle me dit: «Oui, mais moi, je t'ai dit qu'il était bien pour pas te décevoir». Et du coup, j'ai dit: «Oui, mais moi, je t'ai répondu OK pour pas te décevoir non plus». Donc on se retrouve avec ce cheval-là, par contre, super, vraiment facile, très gentil pour un entier, vraiment, vraiment très gentil. Et donc les premières séances se passent, on commence à le mettre gentiment, sur les barres, parce que d'abord on commence évidemment un travail de base, de dressage avant de commencer à sauter. Et quand on commence à sauter un peu, franchement, de toi à moi, il était vraiment pas doué, quoi. Alors un jour, je dis à ma femme: «C'est pas grave, on en fera un cheval de dressage, il est beau, il se déplace bien». Et on a continué à le travailler et voilà, il est sorti un petit peu en concours à 4 ans. Il était pas fantastique, mais il faisait à peu près ce qu'il avait à faire. À 5 ans, il était un petit peu mieux et l'année de ses débuts de 6 ans, il a passé un cap, le cheval et il est vraiment devenu fabuleux. Mais quand je te dis fabuleux, c'est que à chaque fois que je le montais, que ce soit, en dressage ou que ce soit, pour sauter, j'avais le même sentiment que j'imagine qu'ont les mecs ou les femmes d'ailleurs, qui rentrent en piste pour les jeux olympiques. Avec, le cheval qui est toujours connecté, la puissance vraiment hors norme qu'il faut pour sauter ces barres. Franchement,
vraiment de toi à moi, je m'y voyais déjà. Et un jour, un dimanche matin, on avait programmé pour une fois, on avait programmé une petite escapade, en amoureux avec ma femme. Coup de téléphone de notre soigneur qui nous dit, la voix toute tremblotante, «Solo est mort». C'est ma femme qui a répondu. Elle l'a fait répéter deux trois fois avant de se retourner vers moi et me dire, «Écoute, assieds-toi, Solo est mort». Et ça, je t'avoue que déjà, c'était la première fois que je perdais un cheval, heu, en dehors des chevaux, à la retraite si tu veux, ou malheureusement suite à une colique, enfin voilà. C'était la première fois que je perdais un cheval si jeune, en pleine force de l'âge. On pense qu'il a eu une rupture d'anévrisme parce que le cheval est mort dans le box, alors que la veille, il avait une journée, off puisque du coup, on l'a retrouvé mort, un dimanche, alors que les samedis, on les laisse toujours, au repos, les chevaux quand ils ne sont pas en concours. Et donc il était au paddock toute la journée du samedi, donc il y a rien qui «justifie» entre guillemets, donc on pense à une rupture d'anévrisme et ça a été un énorme coup dur parce que quand on met entre guillemets «tellement d'espoir» dans un cheval, même si j'en avais d'autres qui étaient chouettes, qui étaient bien, je t'avoue que pendant, plusieurs semaines, j'avais même plus envie d'aller monter. Je me reprojetais plus du tout, dans le fait de ressortir en concours et pourtant j'avais quelques chevaux vraiment sympas aussi. Mais pour moi, si tu veux, entre guillemets, «l'avenir sportif» s'arrêtait avec la perte de ce cheval-là. OK, super intéressant et du coup, comment tu as fait pour rebondir, pour reprendre goût au sport? Et ben, alors, de manière peut-être un peu égoïste dans un premier temps, j'ai plus trop je montais plus trop, tu vois? J'avais ma femme qui montait les chevaux de concours, on avait, une cavalière qui montait aussi. Moi, je montais un petit peu moins et du coup, je me concentrais un peu plus sur les coachers à pied, et du coup, à ce moment-là, on avait prévu beaucoup de sorties de compétition pour nos clients. Et je pense que c'est ça qui m'a fait un grand bien, en fait, c'est d'être à pied et de regarder les autres sauter et à un moment donné, tu te dis: «OK, mais en fait, est-ce que vraiment je ne veux plus moi aussi vivre ce que je leur fais vivre?» Les emmener en concours quand on partait sur 2 sur 3 jours de concours, qu'ils enchaînent les épreuves, parfois avec réussite, parfois avec un petit peu moins d'échecs et tu dis: «Ah bah, là, moi, j'aurais fait comme ça, j'aurais réagi comme ça, j'aurais travaillé le cheval comme ci, j'aurais» et à ce moment-là, bah, petit à petit, l'envie revient parce que, bah, tu as envie aussi d'être acteur, que quand tu es à pied, quand tu es coach, tu essaies, au maximum de faire en sorte que tes cavaliers soient, eux, acteurs. Mais toi, tu es un petit peu juste un peu comme Steven Spielberg. Tu mets en place les choses, tu expliques, tu essaies d'aider, mais finalement, c'est pas toi qui fais les choses et c'est revenu gentiment, gentiment comme ça. Et un beau jour, tu te lèves et tu te dis: «Bon, bah, non, mais en fait, ouais, je vais m'y remettre» et puis, en fait, la vie reprend le dessus, tout simplement. OK, cool et du coup, tu penses qu'être entouré, par des gens qui ont des résultats, qui ont des ambitions et cetera, ça aide beaucoup? Parce que je pense, à ton club, tu as un club qui s'appelle le club TDSE, dans lequel il y a pas mal de personnes qui ont les mêmes ambitions, qui ont même les mêmes envies, les mêmes difficultés qui se partagent. Ça aide, de passer certains caps, justement d'être entouré que comment tu vois la chose? Oui, alors, je suis convaincu et pour autant, on s'adresse même pas que à des gens qui font de la compétition, mais je suis convaincu que, quand tu as d'un côté la réussite et dans le même temps la bienveillance de celui qui réussit, ça aspire tout le monde, à chercher à réussir. Bien souvent, ce qui bloque un peu les gens, c'est de se dire: «Oui, mais lui, il est trop fort. Oui, mais lui, c'est normal qu'il réussisse. Moi, je vais pas y arriver. Moi, je suis pas assez fort». Moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent en disant: «J'aime beaucoup ce que vous proposez, mais moi, je ne fais pas de concours» et c'est là où, en fait, toute la bienveillance des gens qui réussissent, qui t'aspirent en disant: «Oui, mais pourquoi est-ce que tu ne réussirais pas? Mais tu as toutes les cartes en main, c'est pas parce que tu fais pas de compétition que tu vas pas, progresser» et en fait, c'est en ça où l'équitation est un sport vraiment, que moi, je trouve vraiment exceptionnel par rapport à n'importe quel autre sport. C'est que tu n'as pas besoin de compétition pour te faire plaisir. Par contre, pour te faire toujours plus plaisir, il y a qu'une seule chose, c'est continuer à toujours progresser pour aller maîtriser, si tu veux, des techniques, des mouvements, des sensations toujours plus pointues. Même pour celui qui sort pas en compétition. Là où en comparaison, par exemple,
en football, pourquoi est-ce que tu vas te continuer à t'entraîner si jamais tu fais de match? Eh ben, à cheval, tu peux avoir ça. Même si tu fais jamais de compétition, pourquoi est-ce que tu vas continuer à t'entraîner, à progresser, à te former? Eh ben, pour ressentir des nouvelles choses, pour être toujours mieux connecté, plus connecté à ton cheval. Et effectivement, là, l'entourage qui cherche à performer, mais qui reste bienveillant est extrêmement important. Et là-dessus, tu vois, j'ai une petite anecdote. Il y a quelques années, je me retrouve sur, entre guillemets, parce que j'aime bien utiliser ce mot-là, entre guillemets, sur une petite épreuve, une épreuve à 1,25 m préparatoire, donc ça devait être un vendredi. Et moi, j'emmenais un cheval qui faisait sa première épreuve à ce niveau-là, et j'avais un petit doute du nombre de foulées entre 2 obstacles. Et donc je croise un cavalier qui aujourd'hui est connu, très connu, qui a fait, pendant quelques temps, partie de l'équipe de France, mais qui avait pas encore ce niveau-là à ce moment-là, et je lui demande son avis. Et il me répond un petit peu de manière un peu pressée. Alors peut-être que c'est moi qui l'ai pris de manière un peu hautaine, mais en tout cas de manière un peu pressée: «Oh je sais pas, je verrai bien, ça va dépendre de mon cheval». Et j'ai ressenti tout de suite ce sentiment en fait, j'ai tellement d'expérience que je ne m'en soucie pas, et si toi tu t'en soucies, bah, j'ai pas trop de temps à t'accorder. Et au moment où je ressentais ça, il y a un autre cavalier qui me double, on est à pied, hein, à la reco, qui me double à pied, et ce cavalier, c'est Timothée Ancium, qui est vraiment, un exceptionnel cavalier qui a fait, partie de l'équipe de France pendant des années, vraiment du très, très haut niveau, et qui passe en me disant: «Moi, je pense que c'est plutôt cette foulée», et il continue sa route. Et à ce moment-là, j'ai ressenti ce truc qui fait que les grands, les vrais, les très grands champions ont plus rien à prouver, et du coup, il reste que l'individu en tant que tel, et la gentillesse, la bienveillance, et peut-être aussi l'envie de partager avec des gens moins expérimentés qu'eux, sans ce besoin de se positionner au-dessus. Et ça, c'est quelque chose dont je suis convaincu que ça aide les gens, peu importe leur niveau, à avoir envie d'aller vers le haut. Et je pense que c'est finalement uniquement en sélectionnant un petit peu l'entourage que tu mets autour de toi, que tu arrives à être aspiré vers le haut, plutôt qu'avoir toujours la sensation d'être, qu'on te mette la tête sous l'eau, quoi. OK, cool. Et c'est vrai qu'on est tous plus ou moins influencés par, par des mentors ou par, des gens qui nous ont, inspirés, et les gens, veulent toujours savoir, où est-ce qu'on a appris ce qu'on sait aujourd'hui? Évidemment, pour toi, il y a l'expérience, mais est-ce qu'il y a des, grandes figures, de mentors qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé, et peut-être que sur lesquels les gens aussi peuvent, connecter, se reconnaître, ou peut-être des figures historiques, je sais pas? Ouais, alors moi là, tout de suite, il me vient à l'esprit les quatre enseignants qui ont le plus marqué ma carrière professionnelle, et sportive. D'abord, ma toute première monitrice, mon tout premier moniteur, c'était Corinne et Élie, au petit club de Castillon. Donc Élie était le père de Corinne, mais Corinne m'a mis à cheval. Et du coup, j'ai grandi dans une équitation tout de suite euh, orientée vers l'envie de transmettre une belle équitation, de progresser. Tu vois, moi, j'ai pas connu le poney club, les jeux à poney, et pourtant, aujourd'hui, c'est largement démocratisé, et c'est super chouette. Ça permet, d'amener plein de qualités, aux gamins. Mais moi, j'ai connu tout de suite une équitation un petit peu stricte, si tu veux, et je pense que ça a façonné aussi aujourd'hui le cavalier que je suis. Et quelques années après, la personne qui m'a le plus marqué, en tout cas en premier, c'est, Lara, une cavalière qui était, cavalière, de niveau, Pro 2, et enseignante. Lara Cambillo qui, elle, m'a fait découvrir le monde de la compétition de saut d'obstacle, et parce qu'à ce moment-là, j'avais peut-être le niveau technique qui le lui permettait, m'a commencé à m'initier à l'importance du travail du cheval. Là où avant, j'étais juste, entre guillemets, un simple petit loulou qui montait 2 heures par semaine un cheval de club et qui essayait de faire les choses bien. Grâce à Lara, j'ai commencé à prendre conscience du rôle du cavalier dans l'entraînement du cheval. Et ensuite, je me retrouve, à la garde républicaine, et là, la personne qui pour moi a vraiment tout changé,
c'est Christophe Boisson qui était le responsable de l'équipe de saut d'obstacles. J'ai eu la chance d'être, en gros son cavalier soigneur. Je ne montais pas en compétition, à l'époque pour la garde républicaine, pendant, 3 ans, presque 4 ans et j'ai énormément appris sur, la gestion d'un piquet de cheval de compétition, l'entraînement quotidien en vue de la compétition, et ensuite cette notion de switch entre le cavalier qui entraîne les chevaux et le pilote qui monte en concours. Et Christophe avait une capacité à devenir un pilote, comme il le disait lui-même. De toute manière, en concours, moi, si le cheval s'arrête, je tombe tellement je suis convaincu qu'il va tout sauter, je ne me pose même pas la question. Et donc, du coup, les rares fois où effectivement les chevaux s'arrêtaient, parce qu'ils tournaient trop court, ils demandaient trop de biais sur un barrage, bah, du coup, c'est vrai que souvent, il était, soit il tombait, soit il était vraiment, vraiment pas loin de tomber. Et en plus de tout cet aspect technique, Christophe était quelqu'un d'une gentillesse, d'une humanité à toute épreuve. C'est quelqu'un, par exemple, à ce moment-là, la garde républicaine, quand moi j'étais au grade qui m'a permis de sortir en concours, lui était donc encore chef de l'équipe de CSO. Et plutôt que lui, alors que c'était lui le meilleur et le cavalier le plus compétitif de l'époque, on était 4 ou 5 cavaliers, plutôt que lui conserver les 4 ou 5 meilleurs chevaux et faire en sorte de mettre en place un système où nous, on travaillait les chevaux pour l'emmener à bon niveau et que lui les récupère à ce moment-là, il avait préféré mettre en place une politique où on divisait les chevaux en termes de qualité, que chacun en ait un très bon, un bon et 2 jeunes chevaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué profondément et que j'essaie de retranscrire, encore, aujourd'hui, quand j'ai des chevaux, quand j'ai eu beaucoup de chevaux en Normandie, et qu'on avait, bah, il y avait ma femme, il y avait, des clients, il y avait, des soigneurs ou même des cavaliers. J'essayais le maximum de partager les chevaux pour pas donner ce sentiment que voilà, moi je me gardais les meilleurs et puis que tout le monde devait travailler pour moi. J'ai toujours adoré ça chez Christophe, cette volonté d'emmener tout le monde, avec lui. Et ensuite, une des personnes qui m'a aussi le plus marqué, qui malheureusement est décédé il y a peu de temps, c'est Gilbert Dor. Alors Gilbert, c'est un cavalier qui a fait du très, très haut niveau, qui a emmené au très haut niveau beaucoup de chevaux, il faisait beaucoup de commerce et qui est quelqu'un, mais c'est pareil, quelqu'un d'une gentillesse, à toute épreuve, quelqu'un qui se prenait pas pour une star et pourtant c'était une star et Gilbert, c'est quelqu'un qui était capable de transformer en peu de temps un cavalier, moyen en un cavalier capable de sauter des grosses barres, tant il mettait de confiance en nous. Et je me rappelle la première fois que je suis allé le voir, donc j'allais prendre des cours avec lui. Je montais donc mon cadeau, cheval qui sortait sur, 135, à l'époque et 1,35 m, avec résultat et c'est un cheval qui était, pas très grand, qui avait pas beaucoup d'amplitude, qui emmenait toujours un petit peu vers la barre, un petit peu excité. Par contre, il avait un geste et il avait beaucoup, beaucoup de respect. Et donc on fait la séance et puis les barres montent et les barres montent et les barres montent et le cheval franchement, il se balade et puis on termine la séance et puis Gilbert, il me dit: «Ouais, ouais, 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 il est pas mal là ton petit cheval. Bon, il a pas toutes les qualités du monde, mais il est pas mal et puis tu le montes bien». Et je le regarde et je fais: «Mais Gilbert», je dis: «Mais on a terminé il y a 1,50 m. Moi, c'est un cheval, je saute 135, avec». Et il me regarde, il me dit: «Eh ben, prends confiance en toi et va sauter plus haut». Et c'est vrai que voilà, Gilbert, c'était ça, c'était cette capacité de donner confiance, au cavalier et de ce fait, le cavalier se posait beaucoup moins de questions. Le cheval, lui, se sentait libéré, pouvait vraiment exprimer son potentiel. Et ouais, Gilbert, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué et qui, je pense, a marqué beaucoup, beaucoup d'autres cavaliers et cavalières. Ouais. OK, cool. Je ne pensais pas qu'on allait aller sur des choses aussi intéressantes du coup, juste avec cette question. C'est vraiment cool parce que, il y a plein de clés, plein d'éléments à l'intérieur. On va terminer avec une dernière question, parce que, voilà, ça fait un petit moment qu'on discute et on va se laisser peut-être, d'autres informations. J'ai plein de questions encore à te poser Ouais, et ouais. peut-être une autre session, pourra peut-être donner rendez-vous, aux gens qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, rendez-vous dans un autre podcast.
il y a 2 éléments que j'ai retenus là de tout ce que tu nous as partagé. J'ai l'impression que pour toi, je t'ai entendu parler plusieurs fois de la gentillesse et de la confiance. C'est des éléments qui semblent être, clés ou importants chez toi. Ça représente quoi pour toi la gentillesse et la confiance, hem, au travers de ce que tu proposes, de ce que tu fais? Ben, je pense que c'est en fait un peu, à mon sens, un peu à l'image de la relation qu'on devrait avoir avec nos chevaux, un peu la relation, que qu'on doit avoir avec des enfants. Je pense que notre plaisir personnel en tant que cavalier, résulte bien souvent soit d'un mouvement réussi, soit d'un progrès réussi quand on cherche pas à faire de la compétition, soit de résultats, en compétition. Mais je pense que pouvoir le partager, pouvoir le vivre avec d'autres personnes et à un moment donné, pouvoir le faire vivre à d'autres personnes, c'est décuplé en réalité. Et je pense que finalement, peut-être que on met pas assez, l'accent sur le plaisir de vivre, les choses ensemble. Et moi, j'ai eu la chance pendant des années de sortir en compétition tout seul. Avant d'intégrer, l'équipe de saut d'obstacles de la Garde, je partais le dimanche en concours tout seul. Et ben, aujourd'hui, j'ai la chance de ne plus vivre ça parce que finalement, tu te rends compte que c'est triste, quoi. Tu as rien à partager, enfin, tu le partages avec personne. Et pour répondre à ta question sur ces notions-là de gentillesse, de bienveillance, je pense que finalement, ça devrait être ça la base, en fait. C'est même pas quelque chose sur lequel il faut se forcer, ça devrait être la base de la relation entre 2 individus, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils font, peu importe les statuts, sociaux, professionnels, sportifs, mais de la même manière qu'avec les chevaux. Et pour ça, tu vois, j'ai toujours, beaucoup de plaisir à voir, les enfants, notamment mes enfants, quand ils vont caresser un cheval, dans l'écurie. Parce qu'en fait, ma petite, par exemple, qui a 3 ans, quand elle va caresser un cheval, elle y va parce que ça lui fait plaisir d'aller toucher un animal. Et elle a pas du tout ce regard de: «Est-ce qu'il saute haut? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit?» Elle veut juste aller avoir ce contact physique avec l'animal. Et je pense que c'est quelque chose que peut-être on perd un petit peu quand on grandit, quand on devient un peu plus, expert. Et je pense que malheureusement, on le perd un petit peu aussi parfois dans les relations, avec les gens. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très, très important de toujours faire attention à l'image qu'on renvoie, notamment avec les gens qui pourraient se sentir entre guillemets, inférieurs. Alors pas inférieurs en tant qu'individu, mais inférieurs dans le statut social ou inférieurs dans l'expertise. Moi, je déteste cette sensation, de l'enseignant, de l'instructeur, du maître qui officie devant, ses disciples. Moi, je préfère être au milieu de tout le monde et discuter de cavalier à cavalier. Alors parfois, c'était des cavaliers, débutants avec, moins d'expérience que d'autres, mais moi aussi j'étais, cavalier, débutant avec moins d'expérience que d'autres, et je suis aussi sans nul doute le débutant et le sans trop d'expérience d'un autre. Et je pense que c'est quelque chose qui facilite, la transmission en plus de ça, et qui facilite l'envie des gens d'aller plus loin parce qu'ils se sentent, bah, pas nuls quoi, tout simplement. Et cool, super, en tout cas très, très intéressant. Merci d'avoir partagé ton aventure. Je pense qu'on mettra un lien, vers, le club, où les gens pourront, te retrouver et puis retrouver la petite centaine de personnes, Ouais, qui ouais. te suit, tous les jours. Je ne sais pas si tu as déjà fait la vidéo du jour, je sais que tu partages une vidéo par jour, Oui, dans je le l'ai fait club? aujourd'hui. Ouais, ouais, j'ai eu, Hélène qui m'a contacté hier, qui m'a posé une petite question technique sur, l'exercice de la semaine, et du coup, ouais, la vidéo du jour est déjà envoyée. OK, cool. Bah, du coup, les gens vont pouvoir voir cette vidéo et puis retrouver, énormément d'informations, de contenus et cetera, enfin la page, décrira tout ça, mieux que je pourrais le faire, en vidéo. En tout cas, bah, merci puis, on se donne rendez-vous dans un prochain, podcast du coup. Ouais, avec plaisir. C'était vraiment, une première, mais, super, super sympa. Merci beaucoup à OK, toi. cool. Salut, à la prochaine. Salut.